C'est dimanche soir. D'ici quelques minutes, vous allez peut-être passer à table, déguster le repas et le rôti familial du dimanche. Mais avant ça, un petit back-check à se mettre sous la dent avec nos invités, avec Gilles Montandon, avec Doug Boulanger, avec Stéphane, bien sûr. On va revenir sur cette fin d'après-midi de folie sur les patinoires helvétiques avec une grosse surprise du côté de Zurich. Et puis surtout, deux matchs qui ont été particulièrement tendus et serrés avec un épilogue de feu, que ce soit du côté de Bienne face à Berne dans un derby bernois et puis surtout du côté de Fribourg face à Davos. Record de buts, imaginez. Tout ça, c'est le programme de Backcheck. Plus de buts donc du côté de la BCF Arena aujourd'hui. On va y revenir, messieurs. Mais avant cela, il va falloir garder le rythme. Parce qu'il n'y avait que 4 matchs cet après-midi, mais par contre, il y en a eu des buts, vous l'avez compris. Et on va commencer avec un petit Lugano-Rapperswil. Sur le papier, avantage quand même au HC Lugano, bien sûr, à voir si ça s'est matérialisé dans un premier tiers qui a été porte ouverte. Ça a été porte ouverte pas mal de fois en troisième période sur les autres patinoires. Mais là, c'était surtout dans le premier tiers avec un fort joli but pour commencer. La réussite de timide Doug Boulanger, Paf qui va décrocher la toile d'araignée du portier Bader. Oui, je pense qu'il était masqué là-dessus légèrement. Puis en plus en croisé par-dessus l'épaule, rien à dire. Magnifique shoot de Tim Heed. Ouais, le timide, qui était un peu timide au début de saison, mais qui trouve véritablement son rendement. Vukovic, tiens, on parle de défenseur. C'est lui qui va égaliser. On va le voir pour Rapperswil, qui n'a pas vraiment eu le temps de douter, Stéphane. Ouais, Vukovic qui se transforme en défenseur offensif. On l'a vu marquer des buts dernièrement. Il se porte à l'attaque, il sait regarder sa joie parce que c'est pas un gars qui a marqué beaucoup des buts. Mais quand même, un bon tir de la ligne bleue. Il revit du côté de Rapperswil, Vukovic. Il revit en effet. Il y en a un autre qui revit du côté de Rapperswil. C'est un certain Jérémy Vick, ancien joueur de Genève Servette, Gilles Montandon, qui ne s'est pas posé de questions sur ce tir. Hein. Non, mais c'est clair, il est doté vraiment d'un super shoot. Et puis là, c'est une offrande. Il y a un puck qui arrive, qui vous saute devant, là, plat comme ça, à quelques mètres devant le gardien. Là, ça, c'est cadeau. Hein. Par contre, il le met quand même bien. Hein. Puis on voit le puck qui rebondit, Doug. La fameuse phrase, rappelez-vous, on dirait un titre de chanson. Always shoot a rolling puck. Always shoot a rolling puck. Ça, moi, je te dis, il y a de l'avenir dans ce titre de chanson. Et Reto Souris, une fois, deux fois, Stéphane. Reto Souris qui, lui aussi, j'ai envie de dire, retrouve un peu des couleurs. Hein. Oui, il y a eu un lent départ, etc. Mais ça reste un joueur qui, sur l'ensemble de la saison, peut vous apporter beaucoup. Et là, il a tapé très fort la jambe du gardien. Mais si le puck est visible, il touche le puck en premier, ce qui est apparemment le cas. Regardez. Poum, touche le puck, ensuite la jambière du gardien. Bon but. Bon échange de puck. Et qui est à l'origine? Il n'y a pas d'assist là-dessus, mais c'est Tim Heed qui a fait le jeu clé en zone 2. Fadziniar Kobelo pour les assists. Et puis on va retrouver 17e minute de jeu, un certain timide. Bon, ça, c'est un shoot, ça, voilà. Écoutez, c'est un joueur qui a joué à NHL quand même. C'est un excellent joueur de hockey. Mais lui, il est revenu au jeu. Il a été blessé. Et durant son absence, on a fait jouer 2 juniors. On a fait jouer Ugadi et Villa. Et durant son absence, Riva est aussi blessé à long terme pour la charge. On n'a pas gagné un match. Il revient au jeu. 4e victoire dessus. Puis non seulement là aussi, Timmy joue du bon hockey, mais le jeu d'Arcobello, de bloquer la canne, puis Timmy a pu récupérer ce puck, ça a créé du temps pour pouvoir prendre le tir. Arcobello a joué un magnifique match aujourd'hui. Et puis là, le chasseur de but, Burgler, Gilles Montandon, qui va jouer avec le gardien. Regarde ça, il est dans une position où normalement il ne va pas pouvoir marquer puisqu'il est, on va le voir, derrière, mais là, hop, bim, ou le défenseur peut-être, j'en sais rien. C'est clair, là, il faut une certaine présence d'esprit, puis de vouloir le faire, là, puis, parce qu'il n'y a pas besoin de shooter très fort, là, il faut vraiment taper dans le dos, là, ouais. Puis il se le met bien Bader quand même sur cette action. 4-2 donc pour Lugano, qui sort, on va dire, d'une situation quand même un peu compliquée. Dans ce premier tiers, ils étaient menés 2-1. On va se rendre en deuxième période, parce que du côté de Lugano, il ne faut pas oublier qu'il y a un bon gardien aussi, c'est Schlegel. Et Schlegel va montrer une nouvelle fois face à Sataric qu'il a des sacrés réflexes. Regarde celui-là, Stéphane. Bim! Oui, son appui, sa poussée gauche-droite était excellente. Regardez, c'est son pied gauche, là. Regardez. Poum! Grosse poussée, presque le grand écart, il tombe en avant. Du grand art.
Oui, surtout qu'il n'a pas perdu le puck de vue en plus à ce moment-là. Et c'était un des beaux arrêts, voire le bel arrêt de la soirée. Puis Arcobello, on en parlait, Doug. C'est lui qui va marquer le 5-2, tout simplement. C'est lui qui fait la différence. Les grands joueurs, regardez, on est en fin de supériorité numérique. Bim, Arcobello au bon endroit, au bon moment. Puis il a été payé parce qu'il a eu des occasions dans ce match. Puis ce qu'il faut remarquer, là, ça a été l'architecte sur quelques séquences où il a été bon aux engagements, il a été excellent sur les deuxièmes passes, je dirais, parce qu'il a il a donné des très bons pucks. Puis ça a été payant pour lui ce soir. Ouais, monsieur et messieurs, franchement, on va chercher un Arcobello, on va casser cette tirelire du côté de Lugano, on va le shipper à Berne, vraiment. Il fournit tout de suite la marchandise. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas de période d'adaptation, ce genre de truc. Il n'a pas changé, quoi. C'est le Arcobello qu'on connaissait. C'est du 1 point par match. C'est le gars qui fait 20 buts, 30 assists, bon an, mal an, un petit peu moins, un petit peu plus. Par contre, cette année, ce que j'ai entendu, c'est qu'il est un petit peu en dessous. Il commence à prendre un petit peu d'âge, etc. Il obtient beaucoup de plus de buts en power play. Lui et Bodker sont deux excellents étrangers, mais deux étrangers qui sont un peu sur le tempomat. Ils sont bons. Mais c'est pas des gars qui vont se mettre le nez devant la rondelle, qui vont bloquer des shoots. Ils sont bons dans les matchs comme cet après-midi, mais c'est peut-être pas suffisant pour amener l'équipe à un autre niveau, ce que j'entends d'eux. Et Arcobello a été 16 matchs sans marquer, messieurs. 16 matchs sans marquer. Mais il avait commencé très fort aussi. Très fort, il y a une grosse période, et là, il revient gentiment. Et moi, j'aime beaucoup, je suis un grand fan d'Arcobello. Je ne veux rien y enlever, mais on dit qu'il est un petit peu moins percutant qu'il l'était du côté de Bienne, où il veut un peu moins se faire mal. Je suis d'accord avec toi, mais les teams qu'on a vus là, ou bien à Arcobello, chaque fois qu'il y a une prolongation pour Lugano à peu près, puis tu as Lugano qui gagne, tu me diras, c'est toujours les meilleurs joueurs qui sont sur la glace, exact. À 3, mais quand même, à chaque fois, ils trouvent le moyen souvent de te faire gagner. Arcobello, c'est ce que j'appelle un money player. Quand c'est le temps, boum, il est là, il marque des buts importants. C'est un joueur, c'est un excellent joueur, je ne veux rien lui enlever. Je dis simplement que peut-être c'est plus l'Arcobello qu'on a eu il y a 5 ans à Berne, ou qui était vraiment le chasseur de but, le leader incontesté qu'on voyait beaucoup. Là, ses points sont un petit peu différents. Non, vas-y. Et Bodker, un petit peu la même chose. J'aime beaucoup Bodker, mais c'est un gars qui a, comme on dit, qui a le compte de banque est plein. Il vient à Lugano. C'est un excellent joueur, mais c'est pas des gars qui sont à la recherche d'un prochain contrat. C'est ce que je dis, c'est un petit peu moins percutant. Témide, c'est sa première année. On voit qu'il, lui, il vient de faire une croix sur la NHL. Lui, il cherche un contrat. Donc Arcobello, c'est un money player, pour ceux qui n'auraient pas compris, mais dont la monnaie est légèrement en train d'être dévaluée, quoi. Si je résume un peu de choses. Un peu. Allez Stéphane, on a besoin de toi parce qu'il y a un but annulé de Rapperswil en 3e période pour une présence dans la peinture, comme on dit. On va aller voir la vidéo sur cette réussite de Rapi et on voit la présence d'un joueur de Rapperswil justement dans la zone de Schlegel. On va aller voir la vidéo. J'ai beaucoup aimé la geste de l'arbitre. Il a fait 3 fois la Full HD 65 pouces. Mais regardez, Vic est clairement dans le demi-cercle du gardien. Il gêne Schlegel. Pour moi, c'est une décision facile. Messieurs, je ne sais pas ce que vous en pensez. Regardez, il n'est pas vraiment poussé. Il s'installe, il freine là. Et Schlegel, il gêne clairement le gardien dans son déplacement. Pour moi, je sais qu'il y en a qui ne sont pas d'accord forcément avec moi. Regardez depuis le haut. Il n'est pas poussé. Non. Voilà. Bien joué, Joris. Joris Miller, mon pote. Mais je pense que c'est une bonne décision. Les gars là, vous qui étiez des râleurs, là. Bon, Gilles, pas trop, mais t'en passais pas, moi. Et puis toi, tu râlais tout le temps sur les arbitres. Écoute, je pense que c'est la bonne décision sur cette séquence. Bon. Gilles? Et puis, tu annules un goal de Rapperswil, tu prends pas grand risque. Hein. Je veux dire, si tu dois annuler un goal, annule-le à Rapperswil. Est-ce que tu es en train de me dire que les arbitres se disent c'est un but à Rapperswil, c'est moins grave qu'un but à Lugano ou un but à Berne? C'est ça que tu me dis? Tu là. N'empêche. Tu es le fond de ma pensée, là. N'empêche que c'est une bonne année quand même pour la formation des arbitres. Hein? Pas de fans, pas de spectacle. Il y a beaucoup de cas, mais on est assez constant dans la ligne de façon générale, je pense, cette année pour ça. Contrairement aux juges, là, mais on va continuer parce que ça, c'est un sujet trop long, je ne vais pas... Ouais, puis on en a un deuxième du côté de Fribourg, de toute façon, qui est presque du copier-coller à peu de choses près. Donc, on va voir évidemment si là aussi la décision était la bonne. Tiens, on va parler maintenant du derby bernois, qui était bien sûr notre match studio entre Bienne et Berne. 3e match pour le CP Berne de retour aux affaires, qui avait fait une remontada face à Fribourg-Gotteron, même s'ils avaient finalement perdu. Et puis Bienne, qui termine finalement son parcours face aux équipes moins bien classées. Rappelez-vous, c'était 18 points sur 21 possibles engrangés par les Biennois.
Tout commence bien pour ce CP Berne, Gilles, qui ouvre la marque, on l'a vu par un certain Simon Moser, bien servi par Tristan Chervet. Ouais. Je te dis, Berne a fait un bon premier tiers. Surtout avec un super travail de Tristan Chervet, là, qui perce la défense, là, qui a vraiment cet esprit de révolte, comme on a parlé, et qui sert Moser sur un plateau. Là, effectivement, c'était une des très bonnes phases en premier tiers. Il a tout appris ça avec Doug, hein? Hein? Il a tout appris ça avec Doug. Doug, il fait des Chervet. skills avec lui l'été. Je crois pas. C'est ça que tu lui as dit, pousse une fois d'un côté, deux Ouais, fois c'est de l'autre, une fois d'un côté, puis il a fait au but, non? Si seulement. Messieurs, quand même, 1-0 pour Berne, mais 3 occasions, grosses occasions. Hein, Doug, dans ses 20 premières minutes de jeu, il y a 3 supériorités numériques. Pour Berne, il ne faut pas l'oublier, lors de ses 20 premières minutes. Et on se dit, Berne a loupé le coche. Quoi. Non, Berne aurait dû finir avec au moins 2-0 à l'avance, puis ils avaient la chance de leur faire mal. Puis finalement, comme au hockey, Bienne a réussi à revenir dans le match en deuxième période, puis vous connaissez la suite. Avec l'égalisation, en effet, enfin la suite, ça se passe en 3 temps, un peu, hein, finalement, ce match. Deuxième période, 25e. Stéphane, tu nous l'as analysé, là, hein, il y a un bon travail de la part des Biennois et Lindbaum aussi, au niveau de la passe, elle est superbe, pour l'égalisation de Brunner. Ouais, bon travail de Kunti. Kunti qui a séparé le défenseur du puck. Revirement à la ligne bleue, c'est toujours très dangereux. Et là, Lindbaum a foncé, sa passe du revers, magnifique, hein? Il a battu le jeune défenseur Renauer habilement. Et là, Bienne, à ce moment-là, avait le vent dans les voiles. Personnellement, je trouve que Lindbaum est sous-utilisé offensivement. C'est un gars qui peut beaucoup plus amener à l'attaque, puis malheureusement, pour moi, il est sous-utilisé tout court. Il joue pas beaucoup, il joue beaucoup moins qu'un certain Yanis Moser. Donc à Bienne, c'est Yanis Moser. Il y a Yanis Moser en défense, puis il y a les autres. Hein? Donc ça, c'est absolument clair. On va avoir une charge à la tête, si vous le voulez bien, sanctionnée comme telle de 2 minutes plus 10 minutes. Stéphane, tu vas analyser tout cela. C'est la charge à la tête d'Alain Berger sur Radgeb. Oui, écoutez, je vais vous la montrer. Je vais vous montrer le gros plan parce que de loin, on ne voit pas grand-chose. Pour moi, c'est typiquement un 2 plus 10. C'est plus accidentel qu'autre chose, mais il lui écrase la tête contre la bande. On va aller sur la tablette, c'est parti. Regardez bien. Donc, Radgeb va, au dernier moment, il va essayer, regardez, il va essayer de ramener la rondelle pour changer de direction, pour battre le porte-checker. Le porte-checker va y aller. Voilà. Et là, Radgeb se penche pour un peu protéger sa rondelle, pour regarder vers le bas. À ce moment-là, il écrase la tête contre la bande. Écoutez, le frère de Florence Schelling avait été suspendu 5 matchs pour un truc comme ça contre l'automne il y a quelques années. Hein? Mon ami Schelling. Et regardez ici, pour moi, c'est... La canne était sur la glace, elle va monter un peu. Regardez, il va l'écraser. Il sait que le puck est d'un patin. Il l'écrase. Voilà. Pour moi, c'est faute à pas de chance, mais on est responsable quand même. À mon avis, c'est un 2 plus 10, c'est la bonne décision. Mais avec notre valeureux juge, je ne suis pas certain qu'il n'y aura pas de sanction. J'ose même plus me prononcer sur les sanctions éventuelles, tellement c'est loufoque cette année. Pour moi, 2 plus 10, c'est... Oui, Gilles. Ce qui est dommageable, là, c'est qu'Alain Berger, il fait tout juste, quoi. Il prend contact avec une main, puis après, c'est clair, il est tellement grand, le bonhomme, avec l'inertie, le poids, il va écraser Radgeb dans un deuxième temps, mais au premier temps, il fait tout juste, quoi. C'est pas vraiment une agression. Il n'y a pas d'élan de saut, d'élévation du corps. Il prend contact avec une main, comme ça. La faute n'a pas de chance, il y a vraiment coin. Ça peut faire mal parce qu'il y a le rebord de la bande. Doug? Ouais, écoutez, moi, en même temps, je me dis, si tu vas fermer la porte, puis j'essaie de passer, puis je vais mettre la tête dedans, je vais me faire coincer la tête. Puis là, on est dans une séquence où, comme Gilles dit, Alain Berger a fait le job, c'est la classe. Mais Yannick Radgeb, il essaie de forcer le passage, il se baisse en même temps, puis il s'est fait prendre en souricière, là, il s'est fait coincer la tête. À un moment donné, même le 2 plus 10, moi, je trouve sévère. Là. Donc, assez compliqué. À voir s'il y aura enquête et s'il y aura suite, puisque de toute façon, elles sont revues. Hein, les 2 plus 10, faut-il leur rappeler. Elle a déjà été revue parce que les membres du PSO regardent les matchs live. Dès qu'il y a un 2 plus 10, ils vont l'avoir. Bon, puis t'as pas déjà le résultat de la sanction, alors du coup, parce qu'on gagnerait un peu de temps, Steph. Non, je ne l'ai pas. Non, tu l'as pas. Non, je ne l'ai pas. D'accord, ça marche. Je pose la question au cas où, parce que parfois, c'est déjà arrivé. Au cours d'émission, que tu me dises, je pense qu'il y aura quelque chose. Ah, d'accord, tu dis ça. Revenons au match, si vous le voulez bien, parce que Bienne va passer l'épaule dans cette deuxième période, véritablement. Et notamment en supériorité numérique, ce que n'a pas su faire le CP Berne lors des 20 premières minutes de jeu. On a entendu le petit bruit. Cher notre ami Antoine Desclous, là, le petit ping. Ting, encore une fois, une bonne entrée de zone. C'est une entrée de zone de powerplay. On est allé direct à la cage au lieu de se contenter de s'installer. On a surpris la défensive de Berne, qui ne savait plus comment elle s'appelait sur la séquence. Mais la passe de Kunti est magnifique. Le tir de Fuchs aussi. Donc, peut-être souligner sur la séquence, là, Fuchs qui n'a pas cherché le gros tir avec beaucoup de puissance. Il est allé dans un petit tir des poignets rapide pour le monter vite dans la lucarne. Là, puis c'est ce qui a fait la beauté de ce goal.
Et puis là, l'ami Karunen battu. Gilles, c'est... Ouais, là, c'est bago, quoi. Là, c'est effectivement quelqu'un qui vient là, puis qui se met en marche arrière, qui repart, pivot avant, puis qui va marquer un petit goal comme ça. Un gardien qui est déjà sur les rotules. Donc, effectivement, par contre, techniquement, c'est hyper bien fait. Hein. C'est hyper bien fait, mais du coup, tu te dis, il y a toute la place, on n'est pas attaqué, on est tranquille, comme tu dis. Et puis, on peut aller marquer même le 4-1 Forster qui va aller mettre le 4e. Ça rentre comme dans du beurre. Et là, Doug, on se dit, il me semble que tu l'as un petit peu dit, 4-1 là, franchement, les carottes sont cuites pour Berne. Oui, je l'ai pensé très fort, mais ce que j'aime sur l'action, c'est comment l'ami Radgeb a décalé pour faire une belle passe, pour acheter du temps sur la passe, la passe à Forster. Puis vous avez vu la déviation qui fait que ça finit au fond. Mais il y a un mal qui s'inscrit finalement dans le hockey sur glace cette saison, et puis peut-être avant, Stéphane, c'est quand une équipe se met en mode gestion et qu'elle n'en a pas forcément les moyens. Parce qu'on voit un CP Berne franchement exsangue, fatigué dans la deuxième période, passif, etc. Comment t'expliques que CP Berne va revenir finalement de nulle part et va accrocher l'égalisation dans cette troisième période? Des fois, le message de l'entraîneur, c'est « Les gars, il ne faut pas prendre de goal, on joue défensif, on ne prend pas de risque. » Et souvent, ce message-là est reçu comme étant un message de passivité. 5-1 à 10 minutes de la fin. 5-1, ce match est plié, là. Donc, tout le monde se dit « OK, soit ils se sont dit, voilà, c'est plié, l'affaire est belle, on va gagner, petit match facile. » Soit ils se sont mis à dire « OK, on joue super passif, on joue défensif. » Et puis, souvent, le message reçu de défensif, on passe en mode très passif. Et puis, on subit. Un petit peu de malchance, et puis tout à coup, l'autre équipe peut revenir dans le match. Mais je pense que les gens ne se rendent pas compte aussi de l'importance des téléspectateurs puis des fans qui sont présents. Si, mais les téléspectateurs, oui, ils sont importants à MySports, oui. À MySports, oui. Mais les fans, c'est le 6e homme. C'est ceux-là qui t'aident à amener l'énergie, l'émotion dans un match, puis c'est tellement important. Et ça, une année sans fans, c'est pas la même chose. Et puis à part ça, Gilles, tu parlais de la grinta, tu sais, puis de la rage du côté du CP Berne à part Charvet. On sent aussi, comme face à Fribourg, un petit peu. Tu sais, quand ça commence à marcher, là, tout d'un coup, là, on retrouve un petit peu la machine bernoise. Oui, effectivement. Et puis, ce qu'il faut dire, c'est qu'une équipe qui perd de 3-4 goals, elle n'a vraiment plus rien à perdre. Donc, elle joue hyper décontractée. C'est pour ça qu'ils étaient meilleurs. Ils précipitaient plus rien du tout. Ils arrivent à trouver des espaces. Ils prenaient leur temps. Ils commençaient à défier un petit peu plus. Tout d'un coup, ils commencent à mettre un goal. Tout d'un coup, ça se dit, on se dit, mais pourquoi pas? On met un deuxième derrière, donc on se dit c'est bon, on est parti, maintenant on y va, quoi. Ouais. Tout d'un coup, non, mais on se dit on s'est joué au hockey, peut-être. Sur le dernier but, là, sur l'exemple de trafic devant le goal, il y avait 7 joueurs dans la ligne de show. Sur le but précédent, c'est juste incroyable. Avec la réduction du score d'abord de Moser, après on a trouvé Hunter Sander, le 5-3, puis le 5-4 signé Olofsson. On prendra même un temps mort sur cette réussite du 5-4. On le voit avec ce puck qui va mourir là, sur le deuxième poteau. Et Stéphane, tu voulais nous montrer sur la tablette qu'il y avait peut-être une position de hors-jeu. Et j'ai envie de dire qu'on aurait peut-être dû la challenger quand même du côté de Bienne. Bien, il y avait peut-être. Je pense qu'on ne l'a pas challengé parce qu'il y avait peut-être hors-jeu, effectivement, mais l'angle de caméra ne nous permet pas de juger. Hein. C'est encore l'effet parallaxe, là, un peu comme quand le but est dans la cage. Vous allez voir, on va aller sur la tablette, vous allez voir exactement ce que je veux dire. Donc, il y a Fuchs qui va remettre le puck par le plexi en zone neutre. Et regardez, le joueur de Berne qui est en bas de votre écran, c'est Dustin Jeffrey, va le prendre avec la main en haut. Regardez. Au moment où il touche le puck, il a clairement les 2 pieds en dehors. Mais ce n'est pas les pieds du joueur, évidemment. C'est la position de la rondelle. L'arbitre va estimer en hauteur, si on veut, en hauteur, si le puck a traversé complètement la ligne ou non. Il est de l'autre côté, l'arbitre. Regardez l'angle de vue qu'il a. C'est très, très difficile à juger. On va y aller encore une fois. Tac. Ici, voilà. Alors, le problème qu'on a, c'est qu'on n'est pas sur la ligne bleue, on est en angle. Là, on est vraiment en angle, donc on n'arrive pas à estimer. Là, il y a un effet, on a l'impression qu'il est clairement à l'intérieur, mais évidemment, c'est l'angle, avec l'angle de caméra. Il faudrait avoir une caméra vraiment sur la ligne bleue ici, à cette hauteur-là, pour juger de cette situation-là. C'est très, très, très compliqué. Encore une fois, tant qu'on n'aura pas de caméra sur la ligne bleue, tant que le puck n'est pas complètement sur la glace, cet angle de caméra-là, c'est comme pour les buts. Si elle est en angle, c'est valable quand le puck est sur la glace. Quand le puck est plat sur la glace, en contact avec la glace, vous pouvez dire qu'elle a traversé la ligne ou non, il n'y a pas de parallaxe, il n'y a pas d'effet de profondeur. Et là, comme le puck est dans les airs,
On n'est pas capable de dire s'il a traversé la ligne ou non. Impossible. Mais un bon indicateur, là, ça pourrait être tous les gars de Bienne qui avaient le bras levé sur le banc, puis il y a un joueur de Berne qui a arrêté de jouer. Donc ça, souvent, des fois, ça te donne un petit peu une indication sur le feeling. Est-ce que tu es en train de me dire que les arbitres de Bienne sur le banc sont fiables? Non, mais le joueur de Berne qui a arrêté de jouer, oui. Alors, des joueurs qui lèvent le bras sur le banc, ça, on voit ça souvent. Mais le joueur qui a arrêté, voilà. Mais peut-être qu'il y avait hors-jeu, on ne le saura jamais, parce que tant que tu n'as pas un truc dans l'axe, quand le puck est dans les airs, la caméra, oubliez ça. Non, mais c'est quand même une idée. Non, mais si on fait preuve de bon sens, là, le puck est dans les airs, mais le puck est à l'intérieur. C'est le joueur qui a les patins à l'extérieur. Moi, c'est ça. Il n'y a que ça, quoi. C'est ça. C'est la position du puck. Le joueur est à l'extérieur, mais s'il a la main légèrement à l'intérieur, c'est pour tirer une ligne. C'est le même effet d'optique que quand il y a un but, on a l'impression que le but est rentré. Là, si vous regardez là, dans cet angle-là, le puck est clairement à l'intérieur. Il faut regarder sur la ligne, et là, vous regardez, si vous êtes parallèle à la ligne, c'est complètement différent. C'est l'effet parallaxe, la même chose que le fameux but à Zurich où plusieurs fans fribourgeois pensaient qu'elle était rentrée, mais n'oubliez pas, c'est en angle. Quand le puck est dans les airs, on ne peut pas jamais prendre un caméra qui est en angle. Ça ne vous donnera jamais la bonne angle. Bon, en réalité, on aurait quand même dû essayer de challenger peut-être du côté de Bienne. Mais je pense qu'ils se sont dit, ils ne verront rien. On va prendre un challenge. S'ils challenge, puis ils n'ont pas raison. C'est un 2. Parce que là, honnêtement, si t'es pas sûr, t'es pas sûr. Hein? Les arbitres seraient arrivés à la même conclusion que nous. Je peux pas dire. Quoi qu'il en soit, c'est Berne qui va quand même réussir à trouver le chemin de l'égalisation. 5-4, on l'a vu. Et surtout le 5-5, il reste 7 petites secondes. On s'est arraché du côté du CP Berne. Mais la qualité de la passe de Boulanger, vraiment, de Jeffrey, magnifique. Ouais, Dustin Jeffrey qui fait une super belle passe. Il y a un changement de côté derrière la cage. Tout le monde regarde le puck. Tout le monde est l'attention vers l'arrière du goal. Puis il y a Praplan qui est seul dans le slot qui peut la mettre au fond. Pourtant, il n'y a qu'un endroit où tu peux la mettre, Steph, finalement, à 5 secondes. Tu essayes de la mettre dans le slot. Effectivement, mais sa canne était libre. Il y a quelqu'un qui n'a pas pris la canne. Belle passe de Dustin Jeffrey. Et puis, on va le voir plus tard, mais ce sera un bon point quand même pour Berne, vu les circonstances. Oui, en effet, parce qu'il faut faire preuve de résilience. Quand tu es le HC Bienne, là, que tu menais 5-1 à 10 minutes de la fin, que tu te retrouves en prolongation, tu vas quand même trouver le moyen de pouvoir gagner avec un certain Kunti qui va alors déborder Jeffrey, là, qui est resté coincé sur les starting blocks. Mais c'était un duel, quoi, de gros bras, là, on va dire, Gilles, comme souvent dans les prolongations. Il y avait de l'expérience entre les deux, là. Hein. Effectivement, mais Kunti, il est tellement facile sur ses patins, puis il est doté d'une très bonne technique, donc là, il s'amuse un peu, là. Ouais, puis Karunen encore et toujours. Bref, peut-être s'il y avait un gros arrêt à faire dans ce match, c'était peut-être le moment de le faire à ce moment-là. Quoi qu'il en soit, Bienne s'est donc imposé sur le score de 6-5, messieurs. Et on va écouter tout de suite une réaction du côté du HC Bienne. Jason Fuchs, on a vraiment le sentiment, en vous voyant, en voyant vos collègues, que c'est clairement un point de perdu aujourd'hui. Ah, c'est sûr, je pense que quand tu rentres dans le troisième tiers, tu mènes 5-1, tu peux... C'est des choses qui arrivent dans le hockey de se faire remonter, mais je pense qu'on avait tout en main pour gagner les 3 points. Et puis, c'est sûr, au final, il y a une victoire à la clé, mais je pense que le troisième point, on se devait de le prendre aujourd'hui. On peut parler d'un relâchement après la 50e minute? Ouais, je pense le troisième tiers en général, je pense qu'on a un peu arrêté de jouer, on ne s'est plus vraiment créé d'occasion. On a subi leur jeu et puis c'est clair, contre n'importe quelle équipe, si tu joues comme ça passivement, ils vont marquer des buts. Donc il faut simplement pour les prochains matchs, si la situation se reproduit, être vraiment plus entreprenant et puis garder le même style de jeu que les 40 premières minutes. Ça fait quand même 8 matchs et 19 points. Il y a quelque part quand même une belle série qui continue. Oui, c'est sûr. Je pense que ça, c'est la chose positive de ce soir. Je pense qu'on continue notre série, on est en confiance. Après, c'est vrai, quand tu as une série comme ça, c'est encore plus frustrant de perdre un point comme ce soir. Merci. Merci. Allez, messieurs, on va mettre une petite pause. On va dire, dans cette soirée de National League pour parler de la grosse thématique, évidemment, qui nous interpelle, puisque le 29 janvier dernier, la National League SA a communiqué des futures décisions, à savoir celle de l'augmentation du nombre d'étrangers à partir de la saison 2022-2023. On va passer à 7 étrangers et on va aussi créer la licence suisse U22, comme ils l'ont appelé, hein, c'est-à-dire que tous les joueurs qui auraient 22 ans
enfin la saison suivante de leur 22e année, si j'ai bien compris, ils seraient considérés à ce moment-là comme joueurs étrangers et plus considérés comme joueurs à licence suisse. Stéphane, c'était attendu. On a même parlé de 10 étrangers à la base. Est-ce que finalement, c'est un peu une décision, non pas un jugement, une décision de Salomon de dire on va l'augmenter un peu, mais sans faire peur à tout le monde? C'est difficile à dire. Est-ce qu'on l'a lancé dans le pavé dans la mare en mettant 10 pour finir à 7, puis les gens ils disent oh, c'est pas si pire finalement? Est-ce qu'on a fait de la politique? Je suis pas sûr qu'on a fait tant de politique que ça. Je pense qu'on avait une idée précise. Moi, j'ai entendu parler du projet d'augmentation des étrangers en juillet dernier. En juillet dernier, j'ai eu un appel téléphonique avec un dirigeant de la Ligue qui m'a dit « Steph, ils veulent augmenter le nombre d'étrangers à 10 à terme. Ils vont essayer de voir comment ça peut passer. » J'ai failli tomber à la renverse. Et là, personne n'a bougé. Personne n'a cru ça. Il y a même eu des papiers qui ont circulé. Et même fin août, début septembre, j'ai posé la question à des gens bien informés. Ils m'ont dit « je n'ai pas entendu parler de ça. » L'Association des joueurs aurait été mis au courant fin août. Un petit lettre qui aurait circulé. Et là, on est en retard. Là, pour moi, l'Association des joueurs, ils sont en retard sur le coup. Là, ils subissent. Alors, au lieu d'avoir réagi en amont, là, ils subissent, puis là, ils font des vidéos, etc., etc., etc. La Ligue, ils savent vraiment où ils veulent s'en aller avec ça. Ils veulent vraiment, c'est vraiment leur intention. Maintenant, ils ont une société, ils sont indépendants, ils font ce qu'ils veulent. La Fédération, ils peuvent gueuler tant qu'ils veulent, ils n'ont aucun pouvoir. Tout ce qu'il leur reste, c'est à japper dans les médias, faire des communiqués, etc., etc. Malheureusement, les dirigeants vont dire c'est notre business à nous, ça ne vous regarde plus. C'est comme si la Hockey Canada ou Hockey USA gueulait sur la NHL. Batman, il va dire vous êtes qui, vous, les gars? On dit désolé, nous, on est indépendants. Donc, et puis, l'Association des joueurs, je pense qu'ils devront répondre un peu maintenant, d'une façon ou d'une autre. Il y a des joueurs qui ont fait une vidéo, etc., qui n'est pas très convaincante, mais qui est assez sympa finalement. Et je pense que là, les joueurs devront s'ils ne sont pas d'accord avec ça, ils devront se réunir, se former une association avec des avocats, des hommes d'affaires, etc., pour les représenter, pour qu'il y ait au moins un rapport de force, qu'on écoute un peu les demandes des joueurs, qu'il y ait une espèce de business qui s'installe entre les deux parties plutôt que ce soit unanime. Maintenant, ça, c'est le côté business. Le côté 7 étrangers, bien, il faut voir. Si on augmente à 7 étrangers, c'est 3 de plus. Et si on prend une ligue à 2 équipes de plus, c'est 40 joueurs en plus. Donc, finalement, les postes de travail pour des Suisses resteront équivalents. Peut-être qu'on peut se dire que si on reste à 4 étrangers et on prend 2 équipes de plus, on dilue clairement le niveau. On va chercher les 20-30 meilleurs joueurs de Swiss League, puis on en fait des joueurs de National League. Ils ne seront pas meilleurs parce qu'ils jouent en National League. On va diluer le niveau. Peut-être qu'eux se disent, on va augmenter à 14 pour le côté business, puis on va augmenter à 7 étrangers pour que le niveau reste le même, que le calibre ne se dilue pas avec des joueurs plus faibles. Peut-être que c'est une idée. Moi, je fais l'avocat du diable là, parce que les gens, je sais que tout le monde est contre ça. Et peut-être que finalement, c'est plus réfléchi qu'on le pense. D'accord. 2 choses. On va faire réagir nos invités. Gilles, d'abord sur la réaction des joueurs. C'est vrai que l'association des joueurs a communiqué un sondage parmi tous les joueurs et autres de la Ligue pour dire qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes pour ou contre l'augmentation du nombre d'étrangers, ils étaient contre, etc. Mais finalement, quel est le pouvoir de ces joueurs? Apparemment, pas grand-chose. Ils n'ont pas grand-chose, ils n'ont pas de pouvoir, mais tu crois qu'ils devraient agir encore maintenant? Tu crois que c'est le moment, Steph dit que ouais, c'est un peu tard parce qu'il fallait réagir cet été? Pour être tard, c'est clair que c'est tard, mais c'est clair que c'est un syndicat qui n'a pas un pouvoir énorme, ça, sûrement pas, quoi. Parce ça se saurait déjà. Mais on a vraiment des Nobel de la connerie chez nous, parce que, je veux dire, pour moi, avec 4 étrangers, il y en a déjà 2 de trop, donc imaginez à 7, quoi. Toi, tu as connu les 2, évidemment, déjà. Puis ça suffit. Gilles, lui, il est contre l'augmentation au niveau des étrangers. Doug, Stéphane a parlé de niveau, de dire si on augmente finalement la Ligue avec 2 équipes de plus... Pour ça, je suis pour, alors, par contre. Monter en tout cas à 14, oui. Monter à 14, du coup, il y aura assez de place de travail, et puis de dire, comme on n'est pas sûr d'avoir suffisamment de joueurs suisses de bon niveau pour remplir les 14 équipes, on va dire ça comme ça, on va augmenter le nombre d'étrangers. Tu penses que ça va équilibrer le niveau de la Ligue? S'il y a des gens qui pensent ça, c'est qu'ils connaissent rien à la formation en Suisse. Donc, à un moment donné, quand tu regardes notre hockey junior n'était pas assez fort, était faible, on manque d'intensité, on l'a vu aux mondiaux à l'U20, même si c'est une année particulière, ça reste qu'on ne peut pas diluer le produit encore plus. Là, on passe à une -22, on va essayer de garder les joueurs un peu accrochés un peu plus longtemps, mais il faut penser aussi à ceux qui vont sortir des U17
ou éventuellement des U18, puis qui vont essayer de se faire une place, puis qui vont peut-être être bloqués parce qu'on fait jouer des gars de 21, 22 ans, puis on n'arrive pas à développer nos bons joueurs. Il faudra aussi voir ce qui se passe avec les 2 clubs de Ligue B. Est-ce que Zug Academy va rester? Qu'est-ce qui va se passer avec eux? Et ça aussi, il y a beaucoup de points d'interrogation. Puis tout le monde parle, bien sûr, de la Liga, du business, mais moi, il y a 2 choses qui peuvent faire changer la donne. Éventuellement, les droits télé, le sponsoring, et les joueurs doivent se mobiliser, créer quelque chose. Donc là, je ne suis pas en train de parler de grève, mais à un moment donné, ils doivent avoir leur mot à dire. Puis je pense que c'est important qu'au jour aujourd'hui, que les joueurs se rendent compte qu'ils ont un gros mot, c'est eux le spectacle, puis c'est eux qui doivent avoir leur mot à dire aussi. Ils doivent envoyer un signal fort à la Ligue, que même si la Ligue dit « Ah, l'association des joueurs, c'est rien, etc. » Si les joueurs se mobilisent un matin et ils disent « Bon, les gars, ce week-end, le match, là, vendredi, on ne joue pas. » Vendredi, il n'y a pas de... Ou bien si personne ne se présente à l'entraînement lundi matin. Mais ça, c'est un impact. Je suis d'accord avec toi, mais là, tu n'es jamais sûr de savoir ce que vont faire les joueurs. Mais t'imagines, là, cet après-midi, là, on parlait avant le début de l'émission, de qu'est-ce qu'ils peuvent faire, les joueurs. Imagine, tu es là, tu es sur le rond central, tu vois toutes les patinoires, comme on peut les voir ici, tous les matchs en direct chez nous. Tu as l'arbitre qui est là pour dropper le puck, le puck, il n'y a pas un joueur qui bouge, quoi. Ça a un impact très, très fort, parce que tu es en direct à la télé. À l'entraînement, il n'y a personne, tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Donc, mais est-ce que... Mais je pense que si les joueurs se mobilisent et s'unissent puis disent à la Ligue, voilà, on a un représentant, c'est monsieur untel, là, il s'appelle Jonas Hilaire. Est-ce qu'il a les reins assez solides ou la volonté de travailler autant là-dedans? Je suis pas sûr, mais les joueurs pourraient cotiser à un fonds, comme une cotisation syndicale, qui paierait des professionnels. Puis là, on dirait, bien là, on est l'interlocuteur des joueurs. On n'est pas d'accord avec la direction dans laquelle votre et notre business, parce qu'on est 2 là-dedans, va. Tout le monde veut que la tarte augmente, tout le monde veut gagner beaucoup d'argent, tout le monde veut remplir les patinoires. On a un intérêt commun. Maintenant, il faut s'asseoir. On voudrait être consulté dans les décisions, dans notre intérêt et dans votre intérêt commun. Et ça, il faut arrêter de me dire que c'est pas possible. Ça doit arriver. Puis s'ils veulent pas, bien, les joueurs devront faire des opérations coup de poing comme ça pour dire, bien là, vous allez nous écouter. Et si la Ligue rentre dans cette discussion-là, il y a des discussions d'étrangers, il y a des discussions salariales, mais il y a aussi des discussions de conditions de travail. Parce qu'oubliez pas un truc, les joueurs en Suisse, ils sont traités souvent comme des employés normaux avec leurs 5 semaines de vacances. Hein? Mais, écoutez, c'est ridicule. En NHL, les joueurs, dès qu'ils sont éliminés, c'est fini. On se donne rendez-vous au mois de septembre. Puis, donc, on pourrait imaginer que l'été, l'entraînement d'été, merci, bonsoir, c'est fini, les joueurs, c'est individuel, les clubs n'ont plus de retraite. C'est des conditions que les joueurs pourraient négocier. Entraînement d'été plus obligatoire, individuel comme en NHL avec des tests physiques. Un camp d'entraînement de 6 semaines, c'est fini. C'est comme en NHL, c'est 20 jours maximum. 2 entraînements par jour, oubliez ça. Donc, c'est toutes sortes de trucs que les clubs devront peut-être s'asseoir puis discuter. OK, vous voulez nous imposer des trucs, mais nous, on va négocier des conditions de travail autrement que maintenant. On est pas maltraités, mais nous aussi, on va mettre notre pied à terre pour certains trucs. Et je pense que c'est de bonne guerre. C'est une bonne guerre qui a une collaboration. C'est pas simplement « Ah, vous, on s'occupe pas de vous, on fait ce qu'on veut ». Les joueurs de hockey, je le rappelle, ils sont irremplaçables. C'est des artistes. Puis s'il n'y a plus de Julien Sprunger à Fribourg puis des bons joueurs, bien la BCF Arena, elle ne sera pas pleine. Les sponsors vont déserter. Donc, tout le monde dépend l'un de l'autre. Les équipes, les clubs, avec leur belle patinoire pour leur business, ils dépendent des joueurs, puis les joueurs dépendent des clubs. Donc, il faut s'asseoir à la table, et je pense qu'on va y arriver. Quoi qu'ils en disent, on va y arriver à ça. Et on est qu'au début des discussions, parce que bien sûr, le nombre d'étrangers, c'était un des points, mais il y a le fair play financier, il y a le salary cap, etc. C'est un ensemble de mesures. Exactement, qui vont encore venir, et pour l'instant, on n'en connaît pas les contours finalement définitifs. Je pense que si vous suivez Overtime, je fais un petit peu de pub, lundi à midi, on va en revenir, ça sera demain, bien sûr, à ne pas manquer. Messieurs, revenons à cette soirée de National League, avec notamment ce match entre Fribourg et Davos, parce que si vous avez eu des émotions entre Bienne et Berne, vous allez avoir encore un petit peu plus au niveau du palpitant, vous allez voir, dans ce match entre Fribourg et Davos. Pourquoi? 2-0 après 20 minutes de jeu, et un certain André Bikoff, notamment à la passe, Fourer aussi, Yannick Heron qui va marquer un fort joli but à 5 contre 4. Et c'est déjà le départ d'une soirée de folie au niveau des buts. Et Schliemann dans la cage une nouvelle fois, 4e départ de suite à la blessure de Mayer notamment, et qui doit capituler donc, assiste, on l'a dit, de Fourer et de Bikoff. Bikoff, on va le retrouver pour un bijou de passe, Gilles Montandon, derrière la cage, très compliqué pour Kylian Motet pour le 2-0. En tout cas, Bikoff, il a fait un sacré premier tiers. Oui, effectivement, il serait bien mal de faire ça autrement, quoi. Disons, il a intérêt à se montrer encore. Hein.
Il a un petit contrat à signer. Quand même, ouais. Et puis les contrats, il faut savoir que c'est une vie. Hein, je veux dire, il y a aussi une certaine fierté là-dedans. Hein, c'est qu'on préfère être demandé qu'être demandeur. Donc là, c'est clair qu'il a mort. On connaît André, c'est un joyau. Après, il faut le... Il faut le pousser un peu, tu dis? Il faut le pousser, il faut l'orienter quelquefois, probablement, quoi. Mais là, en tout cas, il est capable de faire. Puis la passe qu'il fait là, qui est juste superbe, sur l'arrière du goal, levé, contrôlé, elle est magnifique. Ouais. Il ne faudrait pas oublier en effet que c'est un playmaker de talent et de génie. On va beaucoup le voir, Bikoff, du reste, dans ce match. On va beaucoup voir de toute façon les attaquants de Fribourg-Gotteron, les défenseurs aussi, pas toujours dans les meilleures postures. Mais ça, c'est pour plus tard. Jörg, qui va aller dévier on va dire quoi, passe, en tout cas, puck dans le slot de la part de Dave Souter. Ça rentre comme dans du beurre, puis après 13 secondes, on vient d'attaquer la période finalement, Doug. Oui, bien sûr. Puis bon contrôle de Dave qui reprend contrôle de ce puck, là, qui n'était pas un puck facile. Puis Mo York, canne pour une belle déviation. Et Schliemann, il ne pouvait rien sur la séquence. 3-0 en effet, et même 4-0 à la 30e minute de jeu. On va retrouver Bikoff cette fois-ci. Buteur avec la complicité d'Eschliman qui va croire qu'il va arrêter ce puck, puis finalement qui va se faire lober, Stéphane. Oui, puis il l'a arrêté. Regardez, le tir est quand même bon sur l'épaule et hop, il bondit derrière lui. Un peu de malchance, mais il faut dire que les gardiens ce soir, hein, ils ont joué de malchance. Hein. Ils n'ont pas été vraiment. Je dirais pas qu'ils ont été mauvais, mais sur plusieurs buts, là, c'était juste incroyable. C'est même Baumgartner qui la pousse au fond. Finalement, il se fait un petit peu attirer. Et il va marquer contre son camp le 5-0 pour Fribourg-Gotteron. Mais oui, qui tombe de la canne d'un certain Julien Sprunger. 5-0, 33 minutes de jeu. On a passé la mi-match comme une autoroute. Merci, on peut sortir le transat, les lunettes de soleil, le cocktail. Mais ça, c'était l'erreur à pas faire, Doug Boulanger. Oui, c'était bien commencé pour Fribourg. Peut-être souligner ici le travail de Jordan Bougreau qui réussit à prendre position devant le filet. Puis par la suite, il y a eu du trafic. Schliemann n'était pas sur ses appuis. Il était tombé sur le dos. Puis Sprunger en a profité. Sprunger qui marque des goals dernièrement, mais il est chanceux. Hein? Il a vraiment beaucoup de chance, puis ça tourne pour lui. Faut qu'il prenne un billet de loto, moi, je dis. Et là, Davos va revenir. Un petit peu au milieu de nulle part, là, 5-1, la réduction du score de Frenner. On verra ensuite Marc Schliemann, messieurs, qui va marquer justement le 5-2. Il y a une pénalité différée, hein, on l'a vu, etc. 2 buts encaissés, ça ressemble quand même, messieurs, au match finalement qu'on a vu entre Bienne et Berne, un petit peu. Quoi. Ça ressemble, étrangement. Alors, il y a 2 tiers, c'est sûr 2 tiers, on est d'accord? Oui. Mais quand même, là, tu as 5-0, Steph. 5-0, ils se font remonter quasiment. Pas tout à fait, mais quasiment. Un peu comme le match Bienne-Berne, un peu comme le Davos, le dernier match Fribourg-Davos, c'était la même chose. Hein? Sauf que ça a été à l'inverse. Fribourg a réussi à revenir dans le match et à aller s'imposer. Fribourg trouve le moyen de gagner, mais c'est pas très orthodoxe. Hein? 5-2. C'était le dernier match, c'était face à Berne. 5-2. Pareil. Ça te trotte quand même un petit peu là, dans le vestiaire. Tu dis non, on va pas revivre le même match que face à Berne, etc. Je te dis ça quand même un petit peu? Oui, j'imagine qu'on y a pensé, mais on réussit à s'en sortir. Fait que la confiance est là. Pas grave, même qu'ils reviennent, on va gagner quand même. Non, non mais moi, j'ai vu le bout qu'on a suivi ce match-là. Je l'ai dit, c'est les 2 équipes qui, par moment, sont les plus désorganisées défensivement. C'est une cacophonie sans nom, quoi. Oui, il y a eu des buts rocambolesques, il y a eu des coups de chance, etc. Mais ces 2 équipes-là, pour ça, sont championnes. Oui, puis moi, je pense que du côté de Fribourg, à un moment donné, ça va tourner. Ils vont finir par se brûler. Donc là, ça fait quand même quelques fois qu'on voit ça cette année. Là, il y a des goals où Berra, il voit absolument rien. Il y a du trafic comme j'ai jamais vu. Puis des rebonds, il y a des joueurs qui sont pas pris dans le slot. Puis ça dure un moment. Tant mieux, ça paye pour Fribourg. Je suis excessivement content pour eux. Mais d'un autre côté, là, ils jouent à se faire peur très souvent, puis ça va finir par faire mal. Ça, c'est sûr et certain. Et puis on l'a vu, là, qui vont encaisser Nussbaumer, qui va pousser ce puck au fond, là, à 5 contre 4. Bon, c'est vrai qu'à un moment donné, quand tu perds de 3 goals et plus, après, l'information, c'est de mettre le puck sur le goal, puis jouer les rebonds en espérant que les pucks jouent pour toi, puis c'est ce qu'ils font, et puis ça passe. On se dit toujours pourquoi on ne l'a pas fait avant, quoi. Mais c'est pour ça que je dis que ça ressemble à Bienne-Berne, parce que franchement, cette 3e période, Davos se dit, de toute façon, on n'a rien à perdre, quoi. Voilà, hein, t'es mené 5-2, on y va, on ouvre à fond, et puis on va continuer de marquer à 4 contre 4. Vizère qui marque. Ça rentre aussi un peu plus facilement en bulle, Vizère, tac, Berra qui, voilà, est peut-être
Un petit coup de mou aussi, finalement, dans cette troisième période aussi. Hein. Moi, je pense que Berra, ça fait plusieurs matchs que j'observe Berra. J'ai commenté les matchs de Fribourg, donc on voit aussi beaucoup de choses. Je trouve que Berra a l'air fatigué. Il est énervé aussi un peu. Il s'est nerveusement, on le voit. On dirait qu'il s'est énervé, il hochait la tête, a fracassé sa canne. Et je pense qu'il est en... Il y a beaucoup de pression sur lui, une défensive qui est parfois chancelante. Quand tu as une défensive qui est moyennement mobile et qui a de la peine à gérer la vitesse adverse, ça met beaucoup de pression sur le gardien. Je pense qu'au bout d'un moment, le gars, il se lasse un petit peu. Et là, il est nettement moins percutant ces temps. Il y a moins de chance. Il y a tellement de choses qui arrivent vers lui. Et je pense qu'il est fatigué. J'ai l'impression qu'il est dans une période très difficile. Il est fatigué, peut-être l'enchaînement des matchs, etc. On sait qu'il n'y a pas vraiment... Pardon de dire ça, il y a un numéro 2 à Fribourg, mais on ne peut pas forcément lui donner les clés du match à chaque fois, etc. Non. On a vu Fribourg, juste qui est revenu quand même et qui a repris l'avantage 6-4. Alors Dubé a demandé un temps mort sur le 4e but de Davos. Et puis la réduction du score une nouvelle fois en supériorité numérique. Ça, le 6-5 signé Herzog. Ça, c'est un but très chanceux. Voilà. Mais tu mets le puck au but et puis ça rentre, on l'a vu, vu ce soir à plein de reprises. Il essaie de faire une passe, des buts sur le patin. Donc les deux équipes ont marqué des buts chanceux ce soir. Des déviations incroyables. Et c'était pas la soirée des gardiens, le puck avait des yeux, mais ça fait plusieurs soirs que c'est pas le soir de Berra, sans être très mauvais. Ben, il prend 5-6 buts, 6-7 buts. Hein? Je suis d'accord avec toi, mais face à Berne, là, quand Berne pressait dans les 2 dernières minutes, Berra, il fait quand même 2-3 gros arrêts et maintient quand même... Ah oui, c'est ça. Il est excellent, mais au bout d'un moment, c'est comme le trop-plein, je pense. 7-5, on va le voir, l'importance de ce but de Sandro Schmidt. Puis à chaque fois, Gilles, tu te dis, ah, et tu reprends 2 buts d'avance, c'est fini, c'est bon, c'est tranquille. Cette fois c'est plié, ouais. C'est ça, ils vont craquer. Mais quand on voit le temps qui reste, c'est ça. Regardez, il restait 12 minutes, il va rester plus de 6 minutes 30 quand Davos va encore réduire le score par Marc Vizère, 7-6. C'est... La gestion de match, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 goals, la 42e. 6 goals en 12 minutes, il y a toutes les 2 minutes là, dans le 3e tiers. Mais c'est un exemple typique, la Fureur qui échappe son homme sur la séquence puis qui se ramasse se ramasse tout seul devant la cage. Donc ça, c'est... Beaucoup d'erreurs défensives. Beaucoup d'erreurs défensives, de marquage, les rebonds. Moi, si je suis Berra, des fois, je le comprends un peu de péter les plombs parce que le nombre de rebonds qui ne sont pas maîtrisés par ses défenseurs, tu te dis... Stéphane, 7-6. Oui. Fribourg va encore marquer un but dans ce match. Pensez se mettre définitivement à l'abri, dira-t-on. Et ce but, on va le challenger du côté de Davos pour la présence d'un certain André Bikov qui était vraiment partout pendant ce match. Et là, dans la peinture du gardien, on va aller voir ça pour voir s'il a gêné justement le portier du HC Davos. Bon, écoutez, avec la ligne qu'on a prise cette année, je pense que les arbitres ont pris une bonne décision. Elle est sévère, encore une fois. On a vu des décisions sévères. On a vu un but refusé à Ambry contre Lausanne dans le même genre que ça. Le joueur n'est pas vraiment poussé par le défenseur. Il est dans le demi-cercle, clairement. Gêne un peu le gardien, même si on a le sentiment que le gardien était probablement déjà battu. Mais ça, on ne peut pas tenir compte de ça. Si vous tenez compte de ça, vous êtes dans le jugement. Vous dites, de toute façon, il ne l'aurait pas arrêté. Ça ne peut pas considérer comme ça. On va aller sur la tablette. Je vais vous montrer l'écran de l'image depuis le haut. Vous allez voir comment j'explique ça. Donc là, clairement, il est dans le demi-cercle. Il n'y a aucune discussion. Il a le patin gauche dedans, le corps est dedans. Et puis, comme on est légèrement en angle, si vous voyez le corps à l'intérieur, c'est qu'il est encore plus à l'intérieur que ça. C'est comme l'effet parallaxe pour un puck qui traverse la ligne. Et là, il est clairement pas poussé par le défenseur pour moi. Il est dans le demi-cercle. Voilà, un petit peu plus loin. Regardez, là, le puck va arriver. Le puck va arriver ici sur la jambière du joueur et va dévier dedans. Donc, il est dans le demi-cercle. Le joueur à l'attaque est dans le demi-cercle. Il gêne le mouvement du gardien vers la gauche avec la jambière gauche, clairement. Ça, il n'y a aucune discussion qu'il y a un contact avec le gardien, il le gêne. Pour moi, c'est une bonne décision dans ce sens-là. Maintenant, les gens posent la question. Ils vont dire, de toute façon, le gardien, il n'aurait pas pu étendre la jambière jusque-là pour l'arrêter. L'arbitre ne peut pas prendre en compte. Ça ne peut pas dire, de toute façon, selon moi, il ne l'aurait pas arrêté, donc je dois accorder le but. Il gêne le gardien dans son demi-cercle. Au moment où le shoot arrive, peu importe où est le shoot, le but doit être refusé. L'arbitre ne peut pas rentrer dans un jugement quelconque en disant, de toute façon, tu ne l'aurais pas arrêté. Non, ça ne va pas comme ça. Il le gêne. Le but à Ambry, le refusé à Ambry pour un contact sur Tobias Stéphane était encore pire que celui-là parce qu'il a été dérangé de cette façon-là du côté gauche. Et le puck est arrivé carrément de l'autre côté. Et le but a été refusé. Et je pense que c'est une bonne décision. La ligne est très, très sévère cette année. Depuis qu'on a aussi la caméra depuis le haut, on voit le joueur qui a juste le pétard là, à l'intérieur du demi-cercle.
Si tu as une partie de ton corps dans le demi-cercle et tu gênes de quelconque façon le déplacement du gardien et que le contact est initié par le joueur à l'attaque, il n'y a pas de but. Votre avis, messieurs? Pas de but? D'accord? Doug, Gilles? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Pour moi, ceux qui ont suivi le match du coin de l'œil, peut-être, là, c'est la décision des arbitres quand ils sont allés à la vidéo a été tellement rapide qu'on pensait que le goal allait être accordé, qu'il n'y aurait pas de changement. Bien, si la décision s'est prise aussi vite, je pense que pour eux, c'était clair que Eschliman ne pouvait pas faire l'extension de la jambière, puis ils se sont basés là-dessus. Stéphane vient de nous dire que le contact doit être initié par le joueur sur le gardien. C'est bien ce que tu viens de nous dire. Si c'est initié par le gardien, c'est différent. Bah là, excuse-moi, c'est le gardien qui détend la jambière. Non, il est là, il a appuyé sur sa jambière. Je suis d'accord, il est là. Tu veux qu'il passe où, Bikoff, sur cette action? Moi, je pose juste la question, je me fais l'avocat du diable maintenant. Il doit s'arrêter. Si le joueur essaie de forcer le passage entre le défenseur et le gardien avec une partie du corps dans le demi-cercle, une partie du corps en dehors, il est dans le demi-cercle, c'est lui qui initie le contact. S'il gêne le gardien, Bikoff prend une position dans le demi-cercle, à ce moment-là, le gardien, après, veut se déplacer vers la droite, il le gêne, c'est pas de but. C'est le même cas de figure que quand les joueurs débordent un défenseur, il n'y a pas l'espace pour rentrer, puis il essaye presque en sautant de rentrer devant la cage pour couper devant le gardien. Si tu fais le contact avec le gardien, c'est un 2 minutes. Donc là-dessus, je pense qu'il n'y a plus trop matière à discuter. J'ai l'impression qu'ils sont très sévères, moi, je trouve. Pour ça, j'ai l'impression que les arbitres ont reçu, c'est mon impression, qu'ils vont aller regarder tout de suite si le déplacement du gardien est gêné de quelconque manière, etc. Parce que tu peux discuter pendant 20 ans en disant tu as le défenseur de Davos qui le recule, qui a un contact quand même entre le joueur davosien et le joueur de Fribourg-Gotteron. On est d'accord ou pas? Il n'est pas grand, je suis d'accord avec toi, il ne reçoit pas un body check, etc. Mais grosso modo, dans les arbitres, il a gêné le déplacement. Alors, pas goal. Moi, je pense qu'il faut voir ça, il ne faut pas chercher d'excuses aux joueurs à l'attaque. Si le joueur à l'attaque force le passage dans un espace où il n'y a pas vraiment de place, où le défenseur est déjà là et le gardien est là, il est responsable de la situation. Et moi, je pense que c'est très sévère, mais ça va dans la ligne de ce qu'on a vu cette année. On en a vu même des plus sévères. On a vu des situations où le joueur n'a même pas de contact avec le gardien, est légèrement, mais très légèrement dans le demi-cercle et gêne la vue du gardien. No go. Et puis, je rappelle aux gens, comme la caméra elle est en plein milieu du demi-cercle, il y a l'effet parallaxe pour les buts. Vous voyez peut-être le puck à l'intérieur alors qu'il est dans les airs, c'est un effet d'optique. Et devant le demi-cercle du gardien, c'est la même chose. Si vous voyez avec la caméra du haut que le joueur est légèrement... il y a un moment où il cache, vous ne voyez plus la petite ligne à cause de ce joueur-là, ça veut dire qu'il est encore plus dedans que vous le voyez. Donc l'effet parallaxe, parce que si vous avez la caméra au-dessus de lui, vous verriez qu'il est encore plus dans le demi-cercle que vous l'imaginez. Merci pour ces explications, Stéphane. On va écouter quand même l'un des héros du jour, Andrei Bikoff, à l'issue de cette rencontre. Andrei Bikoff, vous remportez la victoire in extremis sur le fil dans ce match. Vous meniez 5-0. Quel match? Quel match, effectivement. Je pense que dans le vestiaire, c'est pas la joie actuellement. Quand on mène 5-0 à la maison, c'est impossible de se faire remonter comme ça. Je pense que ça fait maintenant plusieurs matchs où on n'arrive pas à garder un avantage, un gros avantage. Et je sais pas, il faut absolument, dès que l'adversaire est dans la difficulté, il faut continuer à essayer de lui mettre la pression et puis à l'enfoncer encore plus. Et puis là, on s'est relâché, et puis on les a laissés revenir, et puis on a été transparent sur la fin de match. Mais vous attribuez ça à quoi finalement, de ne pas avoir une régularité dans les tiers-temps? Difficile à dire, honnêtement. Je ne peux pas répondre. Personnellement, vous marquez 3 points. Aujourd'hui, c'est une belle performance de votre part. De surcroît, il y a quand même la victoire au bout. Ouais, effectivement, ça fait plaisir. C'est mon premier but à la BCF Arena de la saison. J'ai dû attendre longtemps, un brin de chance, mais voilà, j'en ai pas eu autrement. Mais non, au final, ce qui est le plus important, c'est malgré tout être allé chercher ces 3 points puis de distancer Davos. Je pense que c'est ce qu'on va retenir et ce qu'on va s'en souvenir. Mais voilà, il faut absolument qu'on ait une réaction dans le vestiaire pour éviter que ça se reproduise. Merci beaucoup, André. Merci. 3 points pour Fribourg, 3 points pour André. On va en parler évidemment d'ici quelques instants. Oui, Stéphane. Beaucoup de lucidité, hein? C'est ce qu'on disait, hein? Tu gagnes 7-6, tu gagnes 6-5 à Berne, mais tu dis, bon, les gars, on va pas se la péter, hein? Parce que franchement, sur la façon, c'était pas ça.
Allez messieurs, dernier match de la soirée, un petit Zurich-Langnau, ça vous dit? Eh bien, il y a des bêtes noires comme ça. Je pense que Langnau est définitivement la bête noire des ZSC Lions. Pas de but lors des 20 premières minutes de jeu. Et c'est Tim Bernier qui va aller tromper Poulenovs pour l'ouverture du score. Andrighetto, Bodenman au niveau des assists. On le voit, Andrighetto, c'est lui qui fait l'entrée de zone. Le coup d'œil pour Bernier qui conclut magnifiquement, pas de problème. Un défenseur qui soutient l'attaque, Steph. Exactement, encore une fois, un défenseur qui soutient l'attaque. Bernier qui connaît une saison un petit peu plus compliquée à ce qu'on dit du côté de Zurich. Lui qui avait été pressenti pour aller jouer en AHL dans la filiale de Columbus. On lui a dit maintenant tu peux rester en Europe cette année. Il connaît une saison un petit peu en dessous. L'année passée, il nous avait vraiment, vraiment étonné. Voilà, il doit confirmer. Il est encore jeune quand même. Huguenin qui va égaliser 3 buts en 4 matchs pour Huguenin qui retrouve ses talents de blue liner. Oui, belle frappe. Je ne sais pas si ça a dévié, mais le gardien a eu l'air très surpris là, sur la séquence. Là. Donc, très beau tir frappé de M. Huguenin. Et Gilles, un 3 contre 1. Et puis là, le gardien Weber, il est encore plus surpris sur la séquence parce que j'ai quand même l'impression que sur ce but de Stoyanov, il se le met un petit peu tout seul quand même. Mais... Bon, il joue bien à give and go, juste devant le goal, comme ça, sur un shoot sur réception. C'est pas facile à arrêter. Hein. Le 2-1 de Stoyanov qui sera le game winning goal. Il y aura même un 3e but marqué dans la cage vide, marqué par qui? Par un certain Stourny. Il reste 10 secondes. Oui, Steph, Stourny. Stourny, ben oui, Stourny. Non, mais il a mis le Stourny à la défensive, mais ah ouais. Regardez, c'était facile. Mais Langnau a vraiment le numéro de Zurich cette année. Hein. Incroyable. 20 shoots au but seulement. Ils vont s'en tirer avec la victoire. Comme Doug l'a dit, c'est un duel de coach suédois. Langnau qui s'en sort, je ne sais pas comment, avec leur effectif, ils font pour aller gagner des matchs à Zurich, mais ils le font. Donc, ils ont un secret. Ils ont leur numéro. Ils pourraient vendre. Ils pourraient vendre très cher, oui, je pense. Oui. Ah, mais tu vois, comme quoi, Zurich, ils sont capables de perdre des plumes contre des équipes. Voilà, on ne s'attend pas forcément à les voir perdre justement ce genre de match, en effet. Messieurs, on va passer maintenant, si vous le voulez bien, aux 3 étoiles de la soirée. Et la 3e étoile de la soirée, c'est un certain Damien Brunner. Mais oui, c'est lui. On démarre pas, on est bon. Allez, suivez-moi, c'est par là. Parce qu'il a été présent, il a marqué un but, un assist, Stéphane. Un Damien Brunner déterminant, puisque c'est lui quand même qui a sonné, on va dire, la révolte avec son compère Kunti. Écoutez, Damien Brunner, ça reste un excellent joueur de notre championnat. Quand il était absent, il a été absent plus souvent qu'à son tour cette année. Et quand il a été absent... l'attaque de Bienne s'en est ressentie. Et ce soir, il est brillant. Depuis qu'il est revenu, il donne l'impulsion en attaque et on gagne des matchs. Oui. Depuis qu'il est revenu, il était mieux que quand il était absent, finalement. Clairement. Quand il était absent, il était moins percutant que maintenant. Mais tout ça pour dire que c'est un joueur quand on parle des top joueurs de notre championnat, on entend souvent, beaucoup moins souvent son nom qu'à l'époque, alors que ça reste quand même un excellent joueur. Il a joué en NHL, le gars, puis il a marqué des buts en NHL. Hein. Souvenez-vous, là. C'est une fine gâchette. Absolument. La 2e étoile de la soirée, Tim Heed, le défenseur. Lui aussi, il a joué en NHL. Et puis, il est importantissime. Il a marqué 2 buts, Doug Boulanger, ce soir. Oui, c'est un défenseur qui fait du bien à Lugano depuis son retour. Il est extrêmement mobile à la ligne bleue. C'est un gars avec un bon tir, une bonne vista. Donc, il fait plaisir à voir jouer. Et la première étoile de la soirée, puisqu'il a marqué un but et 2 assists ce soir, on vient de l'écouter à l'interview, Gilles Montandon, c'est André Bikoff. Est-ce qu'André Bikoff peut négocier à la hausse son futur contrat ce soir? Il a négocié tout court. Hein. Après la hausse, ça fera partie des négociations. Il a fourni la marchandise ce soir. Mais quand il est là, c'est clair que c'est un joueur exceptionnel. Hein. Il a une facilité, voilà. Et puis il faut. Par contre, c'est vrai qu'un gars comme André, je le vois à Fribourg, quoi. Par ailleurs. Quand j'avais la chance de jouer contre son papa, j'étais content des fois de ne pas jouer contre directement sur la glace. Pour ça, je pouvais me permettre de le regarder jouer, quoi. Puis moi, j'adore voir jouer André, la même chose, quoi. Ça, c'est l'appel du pied ou du cœur de Gilles Montandon pour André Bikoff. Reste à la maison, André. Reste à Fribourg. Messieurs, on va récapituler les résultats de cette soirée ou de cet après-midi. Il y avait 4 rencontres, faut-il le rappeler. Surtout une pluie de buts. Le succès in extremis de Fribourg-Gotteron, 7-6 face à Davos. Sa victoire de Lugano face à Rapperswil, 5-2. Le succès surprise de Langnau face à Zurich, 3-1. Et la victoire après prolongation de Bienne face à Berne. Au classement,
Zug reste bien sûr leader. On voit Zurich qui fait du surplace. Fribourg-Gotteron qui rejoint finalement les ZSC Lions. Un match de plus, certes, mais 58 points. Coup de chapeau quand même. Lausanne qui aimerait bien pouvoir jouer de temps en temps, mais comme chaque fois les équipes sont en quarantaine, c'est compliqué. 25 matchs, 48 points. Puis on retrouve Lugano, Bienne 6e, 47, Davos 47, Genève avec beaucoup de matchs en moins, 44. Puis après, c'est le trou. On retrouve Ambry, Rapperswil, Langnau et Berne, un petit point seulement en 3 matchs, encore une fois, cette semaine. Messieurs, petit résultat aussi d'E-National League, rappelez-vous, qui est la version évidemment électronique à suivre sur MySports. Le Lausanne Hockey Club cartonne, il n'y a pas de quarantaine là, 10-3 face à Berne, le succès de Genève Servette face à Bienne, 6-3, 4-3 pour Zug face à Langnau, 3-2 pour Davos face à Rapperswil, puis il y a 2 autres rencontres qui se disputeront donc demain. Au niveau du classement, carton plein pour le joueur lausannois et l'équipe lausannoise. Imaginez, vous avez vu la différentielle qui ferait rêver n'importe quel coach, plus 30 en ce moment au niveau de l'E-National League. Messieurs, il est temps de vous donner rendez-vous aussi. Prochain studio, ça sera mardi prochain avec la rencontre entre Fribourg-Gotteron et Lugano. Match qui s'annonce vraiment très intéressant. Une confrontation directe pour ces équipes-là. Il y en a vraiment une lutte pour les 6 premières positions. Là. Et Lugano est impliqué, Davos est impliqué. Fribourg a pris de l'air aujourd'hui. Fribourg, en gagnant ces confrontations directes, s'éloigne de cette barre de la 6e place parce que 7 et 8, cette année, ça fait mal. Il faut finir top 6 pour s'assurer de participer au playoff. Oui, mais Lugano est aussi sur une série de victoires, donc ça va être aussi très... Exactement, ça va être très intéressant. Merci Gilles Montandon, merci Doug Boulanger d'avoir participé à cette émission. Stéphane, rendez-vous mardi. Bien sûr. Lundi pour Overtime, et surtout restez bien sur MySports One, le hockey sur glace. Ça continue dans un instant avec un nouvel épisode du repas d'équipe. C'est Goran Bézina qui est l'invité de Christobel Huet et de Laurent Meunier. D'ici là, évidemment, prenez soin de vous, portez-vous bien. Bye bye.